Donc oui, on rejoint totalement l'idée de quelque chose qui ne doit pas être diffusé. Là, ce que je viens de voir par rapport au saut de paradigme, C'est une magie libre, c'est-à-dire que c'est une magie où tu es pas censé suivre les règles des autres comme tu l'entends sans suivre de règles. rien n'est vrai, tout est permis. Il se trouve qu'on est sur un média qui s'appelle Discord, qui fonctionne par invitation. On parlait d'élitisme tout à l'heure. Et il se trouve qu'il y a un courant dans la magie du chaos qui s'appelle le discordianisme. L'étymologie nous amène souvent à des choses qui ne sont pas dues au hasard. Sur la magie du chaos, ne serait-ce que pour ça. Après, c'est sûr que si on veut parler d'ésotérisme dans un sens plus large, il va falloir à un moment donné passer à d'autres sujets. Mais en fait, la magie du chaos, c'est un peu le seul truc. Puis j'ai relu des choses là-dessus. Ils disent la magie du chaos se refuse à toute métaphysique, à toute cosmologie et à toute vaine théorisation. Ça veut dire que ça enlève pratiquement tous les principes que peut avoir Un ésotérisme, une initiation ésotérique. Ça reste occultiste, mais c'est pas ésotérique. Bah, en fait, la seule initiation qu'il y a là-dedans, c'est de l'apprendre, et c'est là que j'en viens à quelque chose que je me suis dit depuis un temps, et qui finalement est encore d'actualité, c'est est-ce que la vie ne serait-elle pas, elle aussi, une initiation symbolique, en quelque sorte? Et c'est là qu'on arrive, du coup, par la quête du symbole, à s'amener à l'ésotérisme, du coup, à s'intéresser à l'ésotérisme. Ne pesant pas plus qu'une 50aine de kilos, il a construit la totalité de ce complexe d'une superficie de 5 hectares, y compris le mur d'enceinte de près de 3 mètres de haut. Quand je dis ésotérisme, ça peut être au sens le plus large du terme. La comparaison que tu avais faite mon tout, carrément même le trading ou quoi. L'homme qui a construit ce château s'appelait Edward Litzkalnin. 1m52, 45 kg avec un diplôme d'école primaire. C'est une véritable prouesse de construction qui continue à déconcerter les ingénieurs à l'heure actuelle. Cette œuvre admirable évoque la majesté des grandes pyramides d'Égypte. Bah, ce que tu dis, c'est même la base de pas mal de courants ésotériques, en tout cas de l'alchimie. C'est-à-dire que l'alchimie pense qu'à notre mort, on retourne à Dieu, enfin on retourne à une unification avec le monde, et beaucoup de courants pensent ça. C'est-à-dire qu'à notre mort, on retourne à une unification avec le monde, et donc toute notre vie est un chemin. Je dis pas que c'est ce que je pense, hein. Je décris ce que pas mal de courants de pensée y pensent. Toute notre vie est un chemin qui nous mène vers un accomplissement qui est notre mort, enfin un passage qui est notre mort, pour être dans le monde accompli, soit au paradis avec Dieu, ne former plus qu'un avec l'univers. Et donc, dans pratiquement tous les mouvements philosophiques, qu'ils soient religieux ou ésotériques, on a cette notion de vie qui est un parcours, en fait. Et donc oui, je pense que dans pratiquement tous les courants ésotériques, le centre de la réflexion, c'est la vie est un parcours, où nous mène ce parcours et à quoi nous sert ce parcours, et comment réussir ce parcours. C'est un peu la question que tous les mouvements religieux et philosophiques... C'est un peu spécial, parce que normalement, pour tout ce qui est ésotérique, c'est fait pour amener le bien et aller dans une démarche quand même plutôt positive. Sauf que la magie du chaos, c'est un peu comme... en gros, genre, il faut aller au bout de soi, que ça soit très intense, enfin comme un burn-out, pour arriver à ce qui est bon. C'est genre, il faut arriver au bout de ses limites. Petite question du chat, un parcours pour aller où? Toutes les chaises qu'il fabriquait se balançaient à l'unisson quand il était ici. Il les faisait toutes balancer, tout le temps. Son trône personnel pèse 2,5 tonnes et continue de se balancer aujourd'hui. Bah justement, c'est parce que les gens ont peur de savoir où est-ce qu'on va que on essaie de leur apporter des réponses. Oh, pas que. C'est pas que pour ce qui est après la mort ou ce qu'on va devenir. Des fois, ça peut être juste des choses simples. Chacun a sa méthode et sa façon de voir le monde et il demande ce qu'il a envie de demander. C'est pour ça que c'est très personnel et que c'est de l'ésotérisme. Ça vient de son intérieur. Enfin, les questions récurrentes, c'est à quoi sert la vie, qu'y a-t-il après la mort, et comment est né l'univers. Certains le considèrent comme la 8e merveille du monde. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Et pourquoi? Mais
Mais ça, c'est des questions éminemment religieuses, et c'est en ça que l'ésotérisme ressemble aux religions, c'est qu'elle répond, ça traite des mêmes questions. Contrairement par exemple à l'esthétisme, qui traite de la question qu'est-ce qui est beau, tu vois, ça change, c'est pas la même question. L'ésotérisme rejoint les mêmes questions que la religion, c'est-à-dire qui sommes-nous, comment réussir sa vie, tu vois, ce genre de questions. J'ai un petit peu de mal avec qu'est-ce qui différencierait un occultisme d'une religion. Je crois. Oui, c'est ça. Exotérisme, merci. Attends, y a Vince qui vient d'arriver. Donc en gros, ce serait la même chose, mais il y en a une qui serait cachée au grand public pour la réserver à une dite élite, et l'autre qui ne serait pas cachée, qui serait pour tout le monde. En fait, je pense que les deux partent de la même idée, c'est-à-dire que c'est des gens qui réfléchissent à qu'est-ce qu'il y a après la mort, par exemple, pour prendre que cette question, et ils ont envie de diffuser. Sauf que certains diffusent au grand public, et donc ce grand public rediffuse à leur tour, et ça forme une religion comme la chrétienté ou l'islam. Et d'autres penseurs réfléchissent, donc ce qu'il y a après la mort, qui est le sens de la vie et tout ça, et se disent, il faut pas que tout le monde le sache, et ils forment justement un ésotérisme, c'est-à-dire un mouvement religieux qui est caché et élitiste. Et donc on a une différence de propagation plus que de nature entre une religion et un ésotérisme. Après, ça va hyper loin parce que même dans l'islam, le soufisme, c'est vu comme de l'ésotérisme. Donc, dans la chrétienté aussi, en fait, à partir du moment où quelqu'un dit ce savoir, il faut pas qu'il soit diffusé, en fait, on en revient à la définition d'ésotérisme. Quand quelqu'un dit ce savoir ne doit pas être diffusé, il doit être réservé à ceux qui ont lu tel livre et fait telle chose, on rentre dans un ésotérisme. Si par exemple, si je vais pas prendre des trucs un peu improbables, mais bon, si j'étais pape et que je disais maintenant, ces versets de la Bible, vous les retirez de toutes les Bibles et vous ne les donnez qu'aux cardinaux, en fait, je créerais un ésotérisme chrétien. Ce qui est le cas, je crois qu'il y a pas mal de choses dans la chrétienté qui sont réservées qu'il y a certaines personnes qui y ont accès. Après, ça a changé, mais moi, je vois ça comme deux choses. Le fait que ça soit fait pour, en gros, une élite. C'est qu'à la base, c'est quelque chose, un savoir qui est supérieur, qui était donné aux gens qui avaient pas plus de valeur, mais plus de moyens, parce que ça s'apprend, et on ne parle pas de ça à tout le monde. Et aussi parce que ça, dans le sens, tout le monde ne peut pas arriver à faire de l'ésotérisme, comme quoi il faut quand même être, disons-le, moins con que les autres pour comprendre certaines choses. Mais c'est ce qui est vendu. Vendu. Toi-même, comment dire, pour accrocher quelqu'un à une démarche. Alors si j'ai bien compris, il y a de l'initiation avec si c'est gnostique avec plusieurs paliers. Pour tenir en haleine celui qui serait dans une démarche de s'élever, faut le tenir. Faut pas lui dire c'est en restant avec nous que tu seras plus bactère, c'est en lui vendant une élévation. Je serais pas d'accord parce que pour le message est quand même à la base que toi ça te fera du bien, toi tu seras ce qu'il te faut, tu n'auras pas peur de la mort, tu n'auras pas peur d'après. Donc c'est complètement personnel, il y a aucune. Je vois pas pourquoi on rallierait les gens à cette cause. En gros, toi, tu es élu pour apprendre ça. J'ai entendu John Doe parler de gnostique. Est-ce que tu peux développer du coup? Alors, gnostique, j'ai pas de définition sous les yeux, mais la façon dans laquelle je l'entends, c'est une personne qui considère qu'il existe une connaissance avec un grand C, une sorte d'objet même théorique qui serait connaissance, caché à la plupart des gens, donc ce n'est pas quelque chose d'inné mais qui serait acquis ou perdu, et que à travers un certain parcours, il s'en rapprocherait plus que les autres. Alors c'est intéressant parce que du coup, le fait ça vient de gnosis, du coup, donc connaissance, savoir,
Et c'était l'insulte que les premiers chrétiens catholiques fervents, tu sais, fanatiques limite, c'était une insulte de eux face à ceux qu'ils considéraient avoir mal compris la religion. Donc c'est un peu une insulte snob, tu sais, on les traitait de snob du savoir un peu. Et ces gnostiques, c'était plusieurs courants religieux, donc t'avais les manichéens, on avait plein d'autres, on avait du libre esprit apparemment, mais on sait très peu de choses là-dessus vu que on a brûlé tous les écrits qu'il y a eu avec toutes les croisades et compagnie. Mais ce qu'il en a resté, ça a été les cathares, les albigeois et une certaine forme d'ésotérisme chrétien. Il y a une question assez marrante d'Alexandre Noé qui nous demande si Dieu est ésotérique. Et alors, je sais pas s'il est ésotérique, mais en tout cas, s'il a un savoir et s'il existe, il ne nous est pas dévoilé. Donc, d'après ma définition de l'ésotérisme, oui, il pourrait correspondre. On pourrait dire Dieu a un savoir ésotérique, c'est-à-dire que il est pas fait pour tout le monde. Mais c'est une question assez étrange puisque ça dépend de la définition de Dieu. Et moi-même, je me marche sur les pieds parce que je pense que si Dieu existe, il est tout et nous sommes tous Dieu. Et tout est Dieu puisque le monde entier est Dieu. Et donc, il n'est pas si ésotérique que ça puisqu'on a tous accès à tout en fait. Puisqu'on est cet ensemble de tout. Alors sur le salon général, on a quelqu'un qui participe en fait et qui nous invite à un petit peu de culture en nous conseillant une lecture d'Ibrahim Mahalouf qui s'appelle Les Jardins de Lumière. Excuse-moi, vas-y Vince. C'est Vince. Vince qui nous disait. C'est un musicien. Ouais, excuse-moi, c'est Amin Malouf. Ouais, c'est Amin Malouf. Après, ah oui. Vas-y Vince. C'est romancé en fait et ça traite ça parle de la vie de Mani. Mais c'est romancé, mais en fait il y a quand même énormément de trucs qui sont dits sur ce qu'était sa pensée en fait. Mais c'est un superbe roman qui est super intéressant. Enfin c'est bien écrit et tout. Et en plus si vous voulez creuser sur le manichéisme, c'est intéressant de passer par là. Sur le manichéisme. Ouais, parce qu'en fait, t'as une branche en fait après il y a eu des gens qui l'ont suivi en fait. C'est un mouvement, ça crée un mouvement religieux. Et en fait, il a aussi été c'est quelqu'un qui a été énormément combattu par les idées et tout, et c'est pour ça qu'en fait tout ce qui est les mots maniaques et tout ça, ça vient de là en fait. Énorme. De toute façon, tous ces livres sont bien. Non, pas tous. Parce que, bon, après, c'est une question de point de vue. Moi, j'ai lu. En fait. Et vu que tu as une religion qui n'est pas la même que la mienne, forcément, en contradiction avec certains de ces. Non, ça n'a rien à voir. Après, il y a un livre en fait qui est. Là, je suis en train d'en lire un autre que j'aime beaucoup. Mais sinon, il y a un livre qui est plus un essai philosophique. C'est les ennemis. Attends. Oh, j'ai même plus le nom en tête. Les identités contraires, voilà. Et qui est pas très pertinent à mon sens. Mais enfin, il y a des trucs bien, mais bon, c'est pas. Et ah oui, et une chose aussi, mon tout par rapport à ce que tu disais, il me semble pas que l'ésotérisme ce soit quelque chose de caché en fait. C'est la... que... Ouais, vas-y, pardon, vas-y, continue. De ce que j'ai compris, c'est pas que c'est caché, c'est qu'en fait c'est assez ardu comme chemin. Un article publié dans le magazine Fate rapportait qu'un groupe d'étudiants aurait vu Ed Letzkalnin en train de soulever un énorme bloc de corail par lévitation, comme si c'était un ballon d'hélium. Un voisin affirme l'avoir vu poser les mains sur le bloc et le faire léviter. C'est pas accessible à tout le monde, mais ça en fait pas quelque chose de caché. Et c'est là la différence avec l'occulte. L'occulte c'est caché en fait. Je suis tout à fait convaincu que lorsque Ed Letzkalnin affirmait avoir découvert le secret des pyramides, il disait la vérité. Bah moi je me réfère à la définition, et la définition nous dit qu'il faut une initiation, c'est une science... La définition de Wikipédia. Ouais, bah je suis désolé, mais si on doit avoir des définitions... Non, mais ouais, ok, En fait, c'est la seule chose que j'ai jamais lu, en fait. J'ai jamais lu la définition. Bah justement, sur la définition Wikipédia, la seule chose que je remarque qui différencie l'ésotérisme d'une science normale ou d'une philosophie normale, c'est justement qu'elle est cachée ou qu'elle est difficile d'accès et élitiste.
J'ai découvert le secret des pyramides et j'ai aussi pu découvrir comment les Égyptiens et les grands bâtisseurs du Pérou, du Yucatan et d'Asie ont pu lever et placer des monolithes pesant plusieurs tonnes en se servant d'outils primitifs. Mais il me semble que la définition devrait être partagée, sinon je vois pas le sens en fait. Je vois pas pourquoi parler d'ésotérisme plus que de savoir. Vous venez d'entendre les propos d'Edouard Litzkalnin, qui n'était ni un sorcier de l'Antiquité ni un alchimiste, mais un excentrique laiton qui, à lui tout seul, a construit ce complexe extraordinaire à quelques kilomètres de la ville de Miami, en Floride. Ouais, c'est un savoir, mais s'il y a le mot ésotérique qui existe, c'est pour définir un savoir qui est plus caché que les autres, justement. Ou une philosophie qui est plus cachée que les autres. En fait, par caché, c'est pas le fait qu'il soit caché quelque part ou quoi, c'est plutôt le fait qu'on n'en parle jamais et que c'est vraiment une quête peut-être spirituelle ou pour certains, savoir pour d'autres, scepticisme pour même pour certains et qui se tournent vers ça après. Moi, ça a été comme ça avec le tarot, par exemple. J'ai commencé parce que j'étais sceptique et ça m'a bluffé en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est par ces portes d'entrée-là qu'on arrive à s'intéresser à ces savoirs ésotériques, donc des livres sacrés ou des évangiles, comment ça s'appelle. Moi, perso, j'en ai lu aucune des évangiles, apocryphes, ouais. Qui sont pas acceptés par l'école Il a passé 20 ans à chrétienne travailler de Rome. sur ce projet. Ah, les médias mainstream. Il a bien dû y avoir quelqu'un rapide qui a éprouvé suffisamment de L'exotérisme curiosité moderne. pour lui Ça, c'est demander comment intéressant, il ça. s'y En prenait, quoi les ou médias un service peuvent pour les piller pendant avoir qu'il un travaillait. pouvoir... Ah oui, on n'est pas tenu de rester sur ce sujet toute la soirée. On Bah, peut dans se le laisser sens- aller. Hein. Dans le sens, est-ce qu'on peut faire une transition entre la manipulation des médias et l'ésotérisme? Ça Alors, devient intéressant. Ouais. Si t'arrives à en faire une, tu peux la faire. Bah, est-ce qu'il y a un rapport, tout simplement? Pas un rapport dans le sens ésotérisme religieux, enfin spirituel ou quoi, mais plus dans le sens comment ça utilise un pouvoir caché et qui est parfois même comment dire compris par ceux qui comprennent. Enfin, comment dire, c'est con ce que je veux dire, mais par ceux qui ont été initiés dans le cinéma ou dans la publicité, ils utilisent des codes. Il y a des codes. On pourrait rattacher Il y a ça au certains code. codes qu'on peut déchiffrer et il y en a d'autres qui ne seront jamais accessibles au grand public. Et puis, il y a ceux qui n'y étaient pas accessibles au grand public il y a quelques années ou décennies. Quand on regarde en arrière avec les connaissances qu'on a aujourd'hui des codes, on arrive à les trouver. Est-ce que vous avez remarqué ça? C'est-à-dire, Je pense donc que l'ésotérisme n'est pas donc quelque chose qui est figé dans le temps, mais qu'on laisse accéder à une partie de ces codes pour pouvoir les initier petit à petit. En gros, tu dirais qu'il y aurait un ésotérisme et un exotérisme dans le sens où il y a le public qui voit le film, qui te parlerait du scénario, des jeux d'acteurs, du son, de la bande-son, et un savoir caché qui serait plutôt dans la grammaire, dans les méthodologies pour suggérer des émotions, pour... Tout ça pour dire, l'image a un sens et c'est intéressant de voir à quel point un film peut nous raconter des choses sans qu'on en ait forcément conscience. Une face médiatique où ce serait pour informer, et une face plus cachée qui serait pour travailler pour des intérêts, diffuser des idées. Alors oui, mais je visais pas que ça. Mais ce que tu dis, ouais, c'est quelque chose d'évident. Ouais. Je pense que tout le monde enfin tous ceux qui ont voulu le voir ont pu le voir en fait. Ce que tu es en train de dire. Mais je pensais à quelque chose de plus général. Je pensais à des codes qui nous sont enseignés en fait par les médias et qui nous aident à comprendre un autre environnement, un autre paradigme en fait, et qui nous permet d'accéder à des connaissances et à nous-mêmes pouvoir diffuser ces connaissances. C'est comme ça aussi que se racontent les histoires de la manière la plus efficace. Bah, en fait, moi, ce que je pensais plus comme rapport, c'était celui du fait d'utiliser des codes comme le cadrage, le ton de la voix, la musique utilisée dans la pub et tout ce genre de choses, pour nous envoyer un message, enfin, bien sûr, ça c'est connu, à notre inconscient. Et dans une certaine forme, c'est ce que les ésotérismes et alchimiques pratiquent sur eux-mêmes.
Alors il y a quelques jours, je regardais Ces rapports de force, eh ben, il y a un langage de l'image qui existe. une vidéo de, comment s'appelle-t-il, le fossoyeur de film, Ouais. qui Excellent expliquait choix. les codes qui étaient employés dans le dernier film de Dupontel. Au revoir là-haut. Et il montrait comment par les choix des plans, il expliquait le fossé des castes sociales. On parle de l'ésotérisme alors que c'est quelque chose de très personnel et c'est très difficile à expliquer. C'est un peu comme expliquer l'amour, tu vois, ou la religion. Mais il y a tellement de manières différentes de le filmer. Mais est-ce que ce qui est enseigné dans les initiations ésotériques et tout ça, par le symbole, c'est pas utilisé aussi inconsciemment ou alors d'une autre façon, avec d'autres lois, et elles ne sont pas rattachées à l'ésotérisme, mais qui, par comparaison, peuvent avoir des liens pour nous manipuler, du coup. Ah oui, clairement. En fait, même par rapport aux chaînes, par exemple au Fossoyeur ou d'autres trucs dans le même style, c'est super intéressant, mais en fait, si on fait une comparaison avec l'exotérisme et l'ésotérisme, ils sont juste dans une vision extérieure, en Tu fait. peux pas faire la comparaison. Non, mais deux si, choses tu peux. Non, tu peux la faire. Parce que, par exemple, tu pourrais très bien dire que par exemple, dans le cinéma hollywoodien, c'était encore plus flagrant, par exemple, dans les années 90, il y avait le côté action et tout ça, et donc effets spéciaux et tout, et puis tu avais le côté, par exemple, les méchants arabes. Maintenant, c'est plus les Russes qui prennent cher. Et ça, c'est des trucs, c'est des volontés, c'est des lignes éditoriales, on va dire. Mais c'est plus subtil. Ouais, c'est carrément subtil. On pourrait comparer ça, mais bon, c'est un raccourci, mais on pourrait comparer ça à l'ésotérisme et l'ésotérisme. À ce qui est montré et ce qui est en profondeur. Mais surtout à Hollywood, il y a toujours eu une idéologie. Dans l'ésotérisme, ça peut partir d'un rien comme d'une secte fait au fin fond d'un bordel. Ça peut partir, maintenant, ça peut même partir avec notre débat, ça peut même partir, notre discussion, attention, ça peut même partir sur Monoprix, les musiques qu'ils mettent dedans, qui t'incitent à vouloir rester dans le magasin pour acheter, prendre ton temps. Ah, petite chaîne YouTube que je vous conseille, Horizon YouTube. Il parle de tous les biais cognitifs qu'on subit au quotidien dans notre vie. On le voit à différents moments du film. Il y a des moments assez évidents, par exemple quand Lafitte parle au personnage de Mélanie Thierry, la servante, qui sont sur un escalier. Lafitte la domine vraiment très physiquement. Il y a une contre-plongée et une plongée qui montrent vraiment son ascendance, sa domination dans sa personnalité et sa classe sociale sur Mélanie Thierry. Il y a d'autres exemples comme la discussion entre Dupontel et Mélanie Thierry, qui sont tous les deux de classe sociale pas très élevée, mais qui sont séparés quand même par le milieu dans lequel ils évoluent. Quand ils discutent d'un côté et de l'autre de la grille, ils sont vraiment symboliquement emprisonnés par le cadrage derrière les barreaux. Ah, ouais, les biais cognitifs. On va faire un futur sujet, ça aussi. Faut rebondir. Mata. Là, on était bien sur les techniques de manipulation. J'allais dire esquisse en fait, et tu dis Mata, d'accord. Parce que j'avais l'impression que tu avais quelque chose à dire, parce que je te voyais prendre le contre-pied de chaque chose qui était abordée depuis tout à l'heure, donc je me suis dit, esquisse, c'est quelque chose à dire. L'ésotérisme et l'exotérisme, c'est différent. Surtout, on peut pas en parler, ça se voit que on connaît pas assez le sujet. Au final, on devrait plus parler de nous, ce qu'on ressent sur ça. Et quel est le but? Bon. Aussi le moment où le personnage d'Emily Dequesne reprend l'ascendant sur le personnage de Laurent Lafitte qui est bien entendu filmé à travers les barreaux du lit à ce moment-là. Parce que d'un seul coup, il est enfermé par le piège que lui a tendu sa femme. Votre expérience personnelle. Mais là où ça m'a le plus marqué, en fait, c'est dans des scènes de discussion, notamment la première, celle entre Laurent Lafitte et Niels Arestrup, quand Arestrup va faire un malaise. Ils sont pas du tout cadrés de la même manière. Sur le chant sur Arestrup,
Il y a une amorce de Lafitte et Arestrup est tout petit, paumé vraiment dans le cadre. Alors que pourtant il est debout et il est censé dominer Lafitte. Là c'est comme si le cadrage en fait l'isolait, tandis que sur le contre-champ sur Lafitte est beaucoup plus présent, beaucoup plus confortablement assis. Il y a l'amorce de Arestrup sur le côté gauche et Laurent Lafitte est beaucoup plus proche de Arestrup, comme s'il investissait en fait son espace. Et il y a un rapport de force vraiment qui est créé dans ce moment-là, qui va se terminer bien sûr par la scène où Arestrup fait un malaise. C'est vraiment Laurent Lafitte qui a gagné la scène. Moi qui suis complètement extérieur à tout ça, hein. Enfin, sauf peut-être dans ce qu'on avait parlé par exemple d'un ésotérisme dans le cinéma ou dans d'autres médias, par exemple les journaux. J'y vois quelque chose qui collerait un peu plus à la définition d'ésotérique et d'exotérique. C'est que tu as une partie pour les initiés, qui eux-mêmes s'étiquettent comme élus, qui connaissent, et une partie pour les profanes. Là, je la vois clairement. Par contre, dès que ça commence à être dans la pensée magique, et ça prend un langage fleuri comme étant une quête spirituelle ou tout ça, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre ce qui se passe. Pour vous dire même la vérité, j'y crois pas. Mais ne voulant pas rester fermé, j'aimerais bien qu'on me démontre ou que vous parliez de votre propre vécu, de choses qui vous permettraient de le vérifier. Mais là où ça m'a le plus vraiment marqué, c'est la scène où Dupontel va chez Émilie Dequesne et Niels Arestrup pour leur parler du fils prétendument mort. C'est le truc assez classique du personnage issu d'un milieu modeste qui va être d'un seul coup écrasé par le faste et par un mode de vie auquel il n'est pas habitué. On le voit direct quand il arrive, son arrivée dans cet immense espace est filmée vraiment en plongée, quoi. Il est écrasé littéralement par le truc. Il y a une scène avant le repas où ils prennent plus ou moins l'apéro au champagne. Et là, les cadrages non plus sont pas du tout innocents. La plupart du temps, Arestrup et Dequesne sont filmés de manière isolée. Il n'y a pas d'amorce de Dupontel, il n'est pas dans le champ. Ils sont vraiment déconnectés, très littéralement, de Dupontel, avec des perspectives assez écrasées qui rapprochent vraiment, notamment Arestrup. On voit le mur qui est très proche derrière lui. Comme quoi, en fait, il est vraiment intégré à ce milieu, intégré à sa baraque, intégré à tout ce que ça symbolise. Il n'est pas du tout intéressé vraiment par Dupontel, donc il est vraiment isolé dans son truc, il lui pose ses quelques questions sans vraiment connecter. Émilie Dequesne, c'est déjà un petit peu plus compliqué, il y a pas mal de plans de ce type sur elle aussi, mais elle va plus spontanément vraiment se diriger, être plus intéressée par Dupontel, plus curieuse de ce qu'il est. Tandis que Dupontel, lui, est au milieu, littéralement écrasé par tout, en fait, ce qui l'entoure. Quand Arestrup lui parle, il y a une énorme amorce de la tête de Arestrup dans le champ très flou qui occupe une bonne partie du cadre, et Dupontel qui est limite écrasé juste par ça, isolé dans le cadre. Quand il y a un plan au milieu sur Dupontel, sans qu'il y ait Arestrup ou Dequesne dans le champ, là, il est vraiment littéralement écrasé par le mobilier, par les verres en flou qu'on voit au premier plan. Vraiment, tout est étriqué, il se sent vraiment très mal dans cet espace. Et cette partie de la scène va se terminer avec lui qui craque un petit peu. Et Arestrup dit bon, on va passer au repas et ça va aller un petit peu mieux. Sachant que, quand je vous demande ça, c'est parce que je suis pas du tout le genre d'individu à nier l'expérience des personnes. Et il y a un changement de dynamique au repas. D'un seul coup, les personnages se mettent à être filmés plus avec des échelles de plan un petit peu similaires. Vraiment, ils occupent à peu près la même place, chacun dans leur champ et dans leur contre-champ, mais il continue à y avoir des éléments de décor qui les séparent, notamment quand Dupontel parle à Arestrup. Il y a un chandelier en plein milieu d'image, vraiment qui fait obstruction. On est toujours vraiment dans la séparation des classes sociales. Et là où vraiment il y a un changement et qu'on entre dans une autre dynamique, c'est quand Arestrup demande à Dupontel dans quelle branche il se trouve. Et Dupontel va répondre un truc du style dans les basses branches, où il n'a pas vraiment compris la question et il ramène en fait le sujet aux classes sociales. Et à ce moment-là, il va y avoir un dialogue, vraiment une connexion qui se noue. Et là, dans le cadrage, en fait, Dupontel est passé de l'autre côté du chandelier. Ils sont plus séparés vraiment par un élément du mobilier, ils sont beaucoup plus rapprochés dans le cadre. Donc là, visuellement, techniquement, on a une connexion entre les personnages. J'ai vécu des expériences assez personnelles à propos de ça, du coup. Et à propos d'autres personnes aussi. Tu sais que je tire le tarot, moi. Donc voilà, tout ça, c'est un petit peu du cadrage 101, mais c'est bien aussi d'en revenir aux bases. Si on veut s'intéresser un petit peu au langage par l'image et qu'on cherche un endroit par lequel commencer,
Je pense qu'un film comme Au revoir là-haut, c'est assez intéressant à observer à ce niveau-là, parce que vraiment, il y a cette volonté tout le temps de cadrer les choses avec sens. On a toujours tendance à se dire qu'un chant contre chant, moi le premier, ça peut être assez rapidement chiant. Ça m'est déjà arrivé en une carte de cerner directement une personne et de dire où est-ce qu'il avait rencontré sa femme, qu'est-ce qui se passait en ce moment, pourquoi il voulait me questionner. Et le truc, c'est que ça arrive vraiment, enfin, le fait d'entretenir ça sous une forme sacrée, ça permet de justement garder ce côté, comment dire, ce côté où ça change à chaque fois, tu vois. Imprévisible, quoi. Tu vois. J'ai moi-même des intuitions, des raisonnements logiques, qui des fois se vérifient ou non. Non, mais c'est pas pour ça que je te dirais que... C'est pas du tout lié à ce que tu crois, non, c'est pas du tout lié à... Donc ici, personne n'a d'expérience. Enfin, si, on en a déjà parlé en petit comité. On en a déjà parlé en petit comité. Eh ben mon Dieu. Alors, là où je voulais en venir, pour avancer, ici, personne n'a d'expérience. Personne n'aurait d'expérience ésotérique dans le sens Wikipédia, où il ferait partie d'une élite qui suivrait une initiation avec une élévation par palier vers une soi-disant connaissance. Par contre, ça m'étonnerait pas que des gens se disent ésotéristes. Mais, enfin, tu vois, moi je croyais qu'en utilisant la symbolique et pas mal de choses qui se relient à la psychologie en dessin, je faisais de l'ésotérisme, parce que tout simplement je me suis pas penché sur la question de ce qu'était l'ésotérisme. Mais en fait non, je suis pas dans l'ésotérisme selon la définition que j'ai lue l'autre jour, tout à l'heure. À travers... Comme connerie.